Radio Boomerang. Un média libre à l'écoute de la cité. Bonjour et bienvenue sur Radio Boomerang. Petite émission spéciale ce matin avec l'association Le Cœur Bleu. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour. Bonjour, que j'ai le plaisir de recevoir ici ce matin pour parler un petit peu de cette association Le Cœur Bleu. Donc moi que je ne connaissais pas du tout, que j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à découvrir et que j'ai beaucoup de plaisir aussi à recevoir aujourd'hui pour que nos auditrices et auditeurs puissent aller voir et surtout pourquoi pas être bénévole, s'investir et faire ce qu'il faut pour que cet asso puisse continuer à faire ces belles actions. Alors pour vous expliquer un petit peu tout ça, nous avons aujourd'hui Laura. Bonjour Laura. Bonjour. Katia. Bonjour. Et Safia. Bonjour. Bonjour. Donc respectivement secrétaire, présidente et maman dans cette association Le Cœur Bleu. Alors qui peut nous dire un petit peu, nous expliquer rapidement en quelques mots l'activité de cette association Le Cœur Bleu? Katia. L'objectif de notre association, c'est d'aider les familles qui ont un enfant en situation de handicap, comme les enfants avec autisme, TED, trisomie 21, etc., dans leur combat justement pour avoir accès à l'éducation. Puisqu'en France, malheureusement, avoir accès à l'éducation pour ces enfants-là, c'est compliqué. Donc par rapport à cela, déjà en termes politiques, on essaie d'agir auprès des principaux concernés, donc tout ce qui est MDPH, tout ce qui est ARS, etc., pour que les familles soient quand même correctement prises en charge. À côté de ça, nous avons ouvert une école associative, donc qui n'a aucun lien avec l'éducation nationale. C'est un local associatif en fait qui est organisé comme une école et qui permet aux familles de déposer leur enfant le matin, de le récupérer au soir, comme tous les parents en fait. Ça permet aussi de préparer les enfants à l'inclusion réelle en milieu ordinaire, donc dans des écoles de l'éducation nationale. Alors, est-ce que dans cette insertion derrière, est-ce que vous pouvez avoir des réticences du milieu professionnel scolaire? Safia, peut-être? Des réticences? Ouais. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de freins par le milieu scolaire? Je parle en termes simplement d'idées qu'on peut se faire du handicap. On passe outre le côté administratif qui peut être un vrai frein. Mais en termes d'attitude, est-ce que le milieu scolaire est vraiment réticent à accueillir des enfants en situation de handicap? Oui, totalement, malgré qu'il y a une loi qui dit que les enfants en situation de handicap doivent intégrer l'école de l'éducation nationale. C'est très difficile d'inscrire son enfant dans une école normale. Moi, j'ai rencontré beaucoup de soucis à ce niveau-là. C'est que, en inscrivant mon enfant à Mar, en fait, on n'avait pas les moyens pour pouvoir le prendre en charge. Les efforts ne sont pas faits de la part des professeurs, de l'enseignement en général. C'est très compliqué. Ils sont rejetés totalement. Totalement rejetés. Mon garçon a été inscrit dans 2 écoles normales. Il a été rejeté. Donc à partir de là, le parcours du combattant commence. Pour trouver une structure qui soit adaptée. Et le sentiment en tant que maman, est-ce que c'est un rejet qui est plus dû à des questions pratiques? Ou est-ce que c'est un rejet qui est plus dû à des préjugés, simplement? Le rejet de la part des professionnels de l'éducation nationale, c'est que je pense qu'ils ne sont pas non plus formés pour prendre en charge des enfants en situation de handicap. Ils n'ont pas les moyens. D'autres vont faire des efforts, j'avoue. Mais en général... non, on n'en veut pas. On n'en veut vraiment pas. Katia? En fait, par rapport à cette problématique, les mentalités sont en train de changer et on arrive de plus en plus facilement à faire des partenariats avec les écoles, mais ça reste très compliqué parce qu'effectivement, il y a encore des préjugés. L'éducation nationale propose assez peu d'aide au final à ces familles pour l'inclusion en milieu ordinaire, c'est-à-dire que ce qui est proposé à l'heure actuelle, ce sont des AVS pour accompagner les enfants. Il n'y en a pas assez pour tous les enfants. Les AVS ne sont pas aussi bien formés que ce qu'il faudrait.
En somme, il faudrait plutôt que ce soit des éducateurs spécialisés qui accompagnent les enfants en milieu ordinaire. C'est ce que proposent les CESAD qui travaillent en ABA, enfin les structures qui travaillent en ABA, ou même les professions libérales en fait. Pardon Katia, qu'est-ce que vous appelez des ABA ? Alors, l'ABA, c'est une approche en psychologie qui vient des États-Unis, Applied Behavior Analysis, bon, tout est en anglais, hein, désolé, et c'est une approche vraiment éducative, c'est-à-dire que on va beaucoup axer sur les apprentissages, que ce soit développementaux, mais aussi scolaires par la suite. On a vraiment pour objectif l'inclusion en milieu ordinaire, que ce soit à l'école ou dans le milieu du travail. Voilà. Alors, arrêtez-moi si je me trompe, mais ABA, du coup, on est sur l'analyse permanente du comportement pour adapter au mieux la pédagogie en face, c'est ça ? Exactement. Ouais. En fait, on est sur de l'individuel. Donc, les enfants ont des objectifs individualisés, des programmes individualisés. Après, lorsque c'est possible, on les inclut dans une dynamique de groupe, mais au départ, non, vraiment, on veille à leur progression personnelle efficace. Oui, d'accord. Alors, peut-être Laura, du coup, cette fois-ci, au niveau du fonctionnement de l'association, comment ça se passe ? Vous avez combien de professionnels ? Enfin, comment vous êtes organisés parce que c'est quand même un défi. Quand on entend ça, moi, je réalise un petit peu comment ça doit être assez difficile quand même. Ça doit demander aussi de l'organisation, des gens qualifiés. Comment vous fonctionnez ? Alors tout d'abord, le projet, c'était de prendre les prises en charge qui se faisaient à domicile à l'époque. Donc tous les professionnels venaient directement au domicile de l'enfant pour travailler avec lui. L'objectif, ça a été de libérer le domicile des parents en mettant en place les prises en charge dans notre école. Donc tout simplement, chaque enfant vient avec ses professionnels, entre guillemets. Donc l'école peut accueillir 9 enfants entre 2 et 18 ans. Chaque enfant a son éducateur, son ou ses éducateurs, selon la répartition de son emploi du temps. Et il a aussi un psychologue. Donc, en tout, dans l'association, il y a 2 psychologues, Katia et moi-même. Et on tourne sur tous les enfants. Et voilà, tout simplement, un éducateur par enfant, un psychologue par enfant aussi. Et donc on met en place les prises en charge, comme disait Katia tout à l'heure, c'est hyper individualisé. Donc en fait, en soi, il n'y a pas un seul enfant qui fait la même chose que les autres tous les jours. Après, voilà, on a des temps communs. Par exemple, on a des temps de regroupement le matin, l'après-midi, on a des temps de récréation, on a des temps pour le repas, le goûter, etc. Tous ces temps-là de regroupement vont nous servir à travailler tout ce qui est socialisation avec les enfants. Où, alors certes, on est en 1 pour 1 avec les enfants, mais c'est pas pour autant qu'on les isole chacun dans leur coin. On travaille aussi tout ce qui est socialisation, regroupement, pour travailler toutes les compétences dont ils auront besoin plus tard en école ordinaire, c'est-à-dire savoir s'asseoir dans un groupe, répondre à un adulte qui pose une consigne à tout le monde, savoir parler et demander un jouet, par exemple, à son camarade, ou voilà, toutes ces choses-là. Et ensuite, entre ces temps de regroupement, justement, ils ont des temps individualisés où ils vont travailler avec leur éducateur leurs propres objectifs selon leurs propres procédures, etc. D'accord. Et actuellement, vous avez combien de handicaps différents dans ce groupe ? Alors ça, c'est une question très difficile à répondre. Je sais. Parce que... en fait, pardon, mais c'est pour donner une petite idée à nos auditrices et auditeurs, parce que j'imagine qu'il doit y avoir des parents à l'écoute qui doivent se demander un petit peu et qui doivent commencer déjà à se projeter pour venir vous voir. Donc voilà, c'est juste pour voir un petit peu le panel que vous pouvez avoir de personnes différentes. Alors, dans les grandes lignes, on a tous des enfants qui ont soit un diagnostic d'autisme ou au moins de troubles envahissants du développement, TED. Ça, c'est dans les grandes lignes. En soi, si vous venez dans notre école et que vous regardez nos enfants, alors ils auront tous des troubles du comportement et des apprentissages. C'est la condition, on va dire, pour venir dans notre école et pour qu'on puisse les prendre en charge. Mais en soi, troubles du comportement et des apprentissages, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc, on a des enfants qui viennent chez nous pour apprendre à parler, d'autres pour apprendre à se socialiser, d'autres pour apprendre à effectuer certains mouvements, d'autres pour travailler l'autonomie. Voilà, chaque enfant a ses propres difficultés et en fait, il n'y en a aucun qui se ressemble. Donc, ils ont tous leurs difficultés, leurs handicaps et nous, on s'adapte
On ne cherche pas forcément à les mettre dans des cases, justement. Et d'ailleurs, on a des enfants aussi chez nous qui n'ont pas trouvé de place en structure parce qu'ils ne rentraient pas dans les cases et qu'en structure spécialisée aujourd'hui en France, on cherche à regrouper les enfants en fonction de leur spécificité. Et sauf que quand on est un peu entre deux, ça devient compliqué. Donc chez nous, voilà, on prend l'enfant tel qu'il est, on observe, on analyse, etc. Et là, on va poser les objectifs par rapport à lui et pas par rapport aux autres. Très bien. Voilà. Alors, peut-être en tant que maman, là, cette fois-ci, qu'est-ce qui a changé ? On parlait tout à l'heure de vos expériences un peu difficiles avec l'école normale. Qu'est-ce que ça vous apporte que votre fils soit là dans l'association ? Dans l'école, Ouais. beaucoup de choses. En fait, Amar a commencé à domicile. Ensuite, quand le projet a été monté, donc on m'a proposé qu'Amar vienne dans cette école. J'ai pas hésité. Il lui fallait absolument une école, comme tout le monde. Et tout ce qui a changé, c'est que Amar, il est content le matin de prendre son cartable et d'aller à l'école, comme tous les enfants. De rejoindre les autres enfants. Moi, de mon côté, ça libère effectivement mon domicile, comme disait tout à l'heure Laura. J'ai pu reprendre le travail. J'ai mes moments de répit. Amar est pris en charge à temps complet, du lundi au vendredi, comme une école normale. Amar apprend tout ce qui est socialisation avec les autres enfants, donc il apprend comme dans une école traditionnelle, ce que je recherchais pour mon garçon, et je pense que pour n'importe quelle maman, c'est ce qu'elle recherche aujourd'hui, une école où on accepte les enfants comme ils sont, tout handicap différent. Et aujourd'hui, Amar, ça fait un peu plus d'1 an qu'il est dans cette école-là. Il est très bien pris en charge, les programmes sont adaptés, donc tous les programmes ne se ressemblent pas. C'est un programme individualisé, il a ses 2 éducatrices, une le matin, une l'après-midi. On s'adapte à son handicap, il évolue de cette façon-là, et aujourd'hui, Amar, ça fait plus d'1 an et demi. Aujourd'hui, il commence à me faire de belles phrases, il commence à rentrer au collège. Donc une chose que j'aurais jamais imaginée il y a plus d'1 an. Donc aujourd'hui, il est en alternance au collège et à l'école Le Cœur Bleu, là où il a appris en fait l'autonomie, savoir travailler une activité sans bouger, la compréhension, tout ce qu'un enfant a besoin pour pouvoir avancer, pour pouvoir apprendre, pour avoir un avenir. Voilà ce que j'ai trouvé dans cette école. Voilà, chose qui n'existe pas ailleurs. Effectivement, il y a pas mal de structures en France, il y en a énormément, mais je cherche pas une garderie, quoi. C'est pas une garderie que j'ai recherchée, donc et là c'est totalement adapté. Totalement adapté. Un éducateur, un enfant, on s'adapte les compétences de l'enfant. On va créer un programme en fonction de ses compétences. Il évolue à son rythme, mais il évolue. Voilà. C'est des choses qui sont un peu douloureuses pour les parents, ça, parce que c'est quand même compliqué à trouver. Enfin, c'est très difficile, oui. Et j'en ai fait des structures, j'en ai fait des écoles. Effectivement, il n'y en a pas en France, donc on va s'orienter vers la Belgique. Ouais. Effectivement, en Belgique, ils ont également des écoles spécialisées, mais elles ne sont pas adaptées. C'est pas vrai. Elles ne sont pas du tout adaptées. Ils sont là, ils sont dans une école, effectivement, avec tous les enfants, toutes sortes de handicaps, mais on ne va pas travailler le fond, on ne va pas travailler réellement les besoins de l'enfant. C'est totalement faux. Là, c'est un éducateur, un enfant, on effectue son programme, et puis là, il avance en fonction des objectifs atteignables pour lui à ce moment-là. Voilà. Ouais. Donc Amar est épanoui. Amar, j'ai trouvé l'école. Maintenant, espérons que ça va durer, espérons que on est là pour que ça continue. On va se battre pour que d'autres enfants puissent avoir la chance que mon garçon a eue. Puisqu'effectivement, il ne va pas rester éternellement non plus dans cette école. L'objectif, c'est qu'il atteigne un circuit ordinaire. Aujourd'hui, il est en train de passer le cap. Le cap, oui. Donc, mais toujours avec ses éducatrices spécialisées, tant qu'il en a besoin. Tant qu'il en a besoin. Oui. Mais effectivement, c'est un très beau projet. Et j'en suis contente. Et surtout mon fils, donc...
Tout va bien. Après des parcours du combattant, ça fait du bien, ouais, j'imagine. Tout à fait. Ouais. Alors Katia, peut-être donc présidente, hein, je le rappelle, de l'asso et psychologue également. Comment est venue et de qui est venue cette idée ? Alors, Comment ça s'est passé ? à la base, donc, je suis psychologue en ABA, en libéral, et je travaillais au domicile des familles, donc avec une équipe d'éducateurs spécialisés. Bon, je me suis très vite rendu compte qu'il y avait pas mal de soucis, principalement les finances, puisque le système libéral fait que les parents doivent devenir employeurs en chèque CESU pour les éducateurs spécialisés, et aussi doivent faire appel à des psychologues libéraux, comme on ferait appel à un orthophoniste, sauf que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Donc les parents doivent se diriger vers la MDPH, monter un dossier, ce qui en soit déjà n'est pas évident, Non. puis espérer obtenir des aides, un minimum d'aide. Alors, je peux toujours donner des chiffres, mais enfin, ce qui est le plus parlant pour moi, c'est de dire que, en général, les parents, avec les aides classiques de la MDPH, ont accès pour leur enfant à 1 journée et demie de prise en charge par semaine. C'est tout. Le reste du temps, l'enfant, potentiellement, il n'a rien. C'est-à-dire que les enfants sont assez vite déscolarisés, puisqu'effectivement, l'éducation nationale, à ce jour, ne propose pas encore de solution vraiment adaptée à ces enfants. Bon. Donc, ils se retrouvent à domicile avec papa, maman. L'éducateur, ils sont isolés, ils voient pas forcément d'autres enfants, c'est pas évident. Et avec 1 journée et demie par semaine de prise en charge, et le reste du temps, voilà. Donc ce constat qui était assez alarmant m'a fait poser des questions sur le système actuel. Donc je me suis renseignée auprès de la MDPH sur comment monter des dossiers. J'ai eu beaucoup de chance d'ailleurs, je sais pas s'ils m'écouteront, mais j'ai été accompagnée par 2 parents, dont une maman qui est enseignante référente, et un papa qui s'est beaucoup battu pour justement l'autisme, qui m'ont appris à monter des dossiers MDPH correctement pour permettre déjà d'avoir de meilleures aides, parce que l'air de rien, on vous aide pas en fait. Normalement, effectivement, des assistantes sociales sont prévues pour aider les familles à monter les dossiers, mais on parle rarement de la case à cocher PCH, prestation de compensation du handicap, qui permet des montants quand même qui ne sont pas du même genre que l'AEEH, qui est une autre aide qui est proposée aussi, mais où les montants sont ridicules. Donc déjà ça, puis je me suis rendu compte que c'était quand même pas suffisant. Il fallait avoir du poids en fait. Moi toute seule en tant que psychologue, je suis personne, donc voilà. Puis c'est tout un système auquel il fallait s'attaquer en fait. Donc voilà, ça a été la problématique principale qui m'a alertée. Et puis il y a aussi l'envahissement du domicile par les professionnels, pour les parents. Le fait que les parents ne sont plus chez eux. J'ai encore l'image en tête on travaillait dans une fratrie avec donc le petit frère, et puis à un moment donné, la grande sœur est sortie de sa douche avec sa serviette et elle est tombée nez à nez avec l'éducateur. Enfin, c'est pas une situation normale et c'est pas une situation acceptable et facile à vivre pour les familles. Le fait que les parents soient employeurs aussi, c'est très très compliqué. Il y a des lois qu'il faut respecter au niveau du CESU et les parents doivent se former. Alors déjà, ils ont quand même pas mal de choses à gérer avec le handicap de leur enfant. Et en plus de ça, on leur demande de se former à être employeurs pour leur enfant. Enfin, c'est pas normal non plus. On peut rappeler juste rapidement ce que c'est que le CESU ? Le CESU, c'est chèque emploi service. Voilà, merci. C'est pour les particuliers employeurs. Donc par rapport à ça, j'en ai parlé avec d'autres professionnels, des éducateurs, avec des familles, Safia par exemple. Et puis on s'est lancé, on a monté une association pour justement gagner en poids auprès des institutions, des organismes concernés, donc MDPH, ARS, etc. On a dans l'idée de devenir nous-mêmes une structure. Mais en attendant, il fallait quand même qu'on fasse quelque chose, donc on a créé l'école. Voilà. Et Laura nous a rejoints aussi, en tant que psychologue. Voilà. D'accord. Eh bien, écoutez, ça tombe très bien, parce que là, on va faire une petite pause musicale, parce que j'ai encore plein de questions à vous poser, mais je ne vais pas tout vous poser d'un coup. Je vais vous laisser vous reposer, boire un petit coup, entre deux. Et on va écouter, justement, la sélection de Laura. Donc qui est, alors je sais pas du tout pourquoi ça rigole, mais ça rigole. Il fallait donc, pas dire ça.
On balance tout à la radio, on est comme ça. Hein. C'est ça le travail avec les médias. Faut plus rien avoir à cacher en fait. Ah non, mais c'est son obsession alors. C'est ça. Donc on va donner sa dose à Laura avant qu'elle morde. Et je rigole évidemment. C'est Céline Dion, c'est Prière païenne et nous on se retrouve juste après ça sur Radio Boomerang. Les mains serrées, ça c'est facile. Fermer les yeux, j'aime plutôt ça. Genoux pliés, pas impossible. Se taire un peu, pourquoi pas. Mais ma prière, elle est qu'à moi. J'y mets tout ce que j'aime, ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Mais pas le ciel, il m'entend pas. Mais pas le ciel, pour moi. Quand je me réveille, je loue le jour. La vie toujours, toutes ces merveilles. Je prie les roses, je prie les bois, les vertueuses, n'importe quoi. Je prie l'hiver, quand il s'en va. L'été, les citrouilles, et la mer, et le soleil, ses éclats. Et je suis sincère, je prie pour tout ça. Mais toi le ciel, tu n'entends pas. Mais toi le ciel, est-ce que t'es là? C'est ma prière païenne, mon credo, ma profession de foi. C'est ma supplique terrienne. J'y mets tout ce que j'espère, tout ce que je crois. Je prie la terre de toute ma voix. Et toi le ciel, ne oublie pas. Je prie les hommes, je prie les rois, d'être plus hommes, d'être moins rois. Je prie les yeux des femmes, que les cieux ne voient jamais. Je prie l'amour et nos cerveaux, qu'on imagine et qu'on se bouge et sans trop compter sur la haut. Ça rend poète, je prie pour toi. Toi le ciel, écoute-moi. Toi le ciel, entends-moi. Radio Boomerang 89.7 FM. Éteins ta télé et rallume ta radio.
De retour sur Radio Boomerang avec l'association Le Cœur Bleu qu'on vient d'entendre là. Vous avez vu un petit peu la transition. On est pro, on l'est pas. Hein. C'est comme ça. Non, plus sérieusement, Le Cœur Bleu, on y revient. On en parlait, on peut le dire un petit peu hors antenne. Pourquoi ce nom d'association ? Est-ce que Katia, peut-être, tu peux nous répondre ? Alors, le bleu, il faut savoir que c'est la couleur, c'est le symbole de l'autisme, mondialement reconnu, hein, donc c'est pas qu'en France, c'est la couleur de l'autisme. Et puis, cœur, bon, c'est vraiment un message d'amour. Voilà, c'est vrai que dans notre métier, qu'on soit éducateur, qu'on soit psychologue, mais aussi même les parents, voilà, tous les acteurs dans le handicap et surtout dans l'autisme, il faut faire vraiment le métier avec cœur. Et puis du coup, ça correspondait très bien, quoi. Voilà. Voilà, tout simplement. Et qui est à l'origine de l'association alors ? C'est moi, effectivement, Katia. Ouais, d'accord. Et tout de suite rejointe ou t'as un petit peu lancé la machine toute seule et t'as été rejointe ensuite ? Non, très très rapidement rejointe. Effectivement, les 2 premières nuits, parce que le projet, je l'ai mûri la nuit en fait. Je sais pas, en fait ça faisait 1 an et demi que vraiment je réfléchissais à ça. J'ai suivi pas mal d'autres projets similaires en France pendant 1 an et demi. Pour voir un petit peu comment ils évoluaient, comment ils s'en sortaient. Et c'est vrai que malheureusement, c'était pas très très concluant. Il y a pas mal de de projets qui ont dû arrêter ou qui ont stagné. Enfin bon, c'est très difficile de trouver une solution qui puisse correspondre alors qu'on a peu de moyens à la base, quoi, puisqu'on n'est pas aidé par l'État. Donc voilà, au bout d'1 an et demi, il y a eu un déclic et j'en ai parlé tout de suite autour de moi et beaucoup de personnes étaient intéressées, que ce soit professionnel ou famille. Ça a tout de suite pris, bien sûr. Il y a un gros besoin en France à ce sujet-là. Oui, notamment sur toutes les pathologies liées à l'autisme, quand même. Oui, parce effectivement. On a pour pas mal de handicaps quand même des structures qui accueillent. On a des procédures d'insertion dans les écoles dites normales. C'est pas toujours le cas, mais dites normales en tout cas. Et par contre, on sait aussi que tout ce qui concerne les pathologies liées à l'autisme, ou l'autisme pur, je dirais, entre guillemets, bien évidemment, c'est quand même des thématiques qui sont difficiles, qui sont, on manque. Alors, qu'est-ce qui manque en France pour que l'autisme puisse être pris en charge ? Quel retour d'expérience vous avez là-dessus en tant que maman, en tant que soignant ? Qu'est-ce qui manque en France pour prendre correctement en charge l'autisme et pourquoi c'est si difficile que l'autisme soit pris en charge ? Alors d'abord, il y a un manque de structure. C'est-à-dire que par rapport à la demande, il y a trop peu de structures en France, trop peu de place pour ces enfants-là. Ce qui a amené PIFTO à faire le rapport PIFTO sur des familles qu'on appelle sans solution. Donc les enfants sont déscolarisés, mais ils n'ont pour autant pas de prise en charge. Ils sont, comme je vous disais tout à l'heure, à domicile et entre guillemets sans rien. Enfin, c'est même pas forcément entre guillemets, hein, c'est parfois vraiment sans rien. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, les structures actuelles en France proposent assez peu d'éducatifs, entre autres parce qu'on leur donne pas les moyens. C'est-à-dire que le ratio d'encadrement est de 1 pour 5, voire 1 pour 8. Donc même avec toute la bonne volonté du monde de la part des éducateurs, par exemple, c'est très difficile d'en arriver à des résultats vraiment satisfaisants en termes d'éducation, puisque ce sont des enfants qui ont vraiment besoin d'un accompagnement individualisé. Donc ensuite, en termes de structure vraiment qui propose de l'éducatif en individualisé, il y a tout ce qui est en ABA, donc par exemple le CESA de Camus qui est à Villeneuve-d'Ascq, le CESA d'Éclat qui est à Roubaix, mais il y a très peu de places, c'est même pas 50 places. Pour tous les Hauts-de-France, c'est ridicule. La prévalence pour tous les Hauts-de-France. Oh. Et la prévalence, c'est un enfant sur, alors moins de 100 maintenant, les chiffres bougent sans cesse, mais environ un enfant sur 100, on va dire pour arrondir, qui est atteint d'autisme. Mais je parle que de l'autisme, je parle même pas des TED, je parle pas de handicap, c'est que d'autisme. Donc, faut s'imaginer les besoins.
Voilà, après les familles vont se diriger vers du libéral, en ABA j'entends, puisque je parle beaucoup d'ABA puisque c'est mon domaine, je me permettrai pas forcément de parler d'autres milieux pour lesquels je suis pas formée, je n'ai pas envie de dire de bêtises, tout simplement. Alors, je le rappelle pour nos auditrices et auditeurs, l'ABA, c'est une méthode, Une approche. une pédagogie d'approche sur l'analyse permanente, continuelle du comportement pour adapter au mieux la réponse thérapeutique en face. C'est ça, voilà. D'accord. Et donc les familles se dirigent vers des prises en charge libérales, mais pour lesquelles elles ont très peu d'aide, comme j'expliquais tout à l'heure, 1 journée et demie par semaine. Ouais. Ce qui est quand même très peu. Ce qui est très peu, ouais. Safia, en tant que maman, est-ce que, vous partagez le diagnostic entre guillemets de Katia? Il y a peut-être des choses en plus à dire là-dessus? Je le partage totalement. En fait, ce qu'il faudrait, dans un premier temps, c'est que l'État prenne au sérieux le problème, puisque j'ai pas l'impression qu'il ait pris au sérieux le problème et qu'il vienne voir sur le terrain ce qui se passe, parce que c'est bien de pondre des lois, la loi de 2005 qui dit, je vais encore rabâcher, mais qui dit encore qu'il faut inclure les enfants en situation de handicap dans les milieux ordinaires, c'est bien, mais on ne donne pas les moyens aux professionnels, aux enseignants. Mais voilà, moi ce que j'ai trouvé aujourd'hui, c'est que ce qui manque vraiment, c'est que qu'ils viennent voir ce qui se passe sur le terrain. Parce qu'un enfant en situation de handicap, allez, je parlais de mon garçon, comme Amar, et puis je vois les autres enfants au cœur bleu. Effectivement, on ne peut pas les mettre n'importe où. Mais non. Il faut absolument... Moi, je parlais de l'approche ABA parce que pour mon fils, c'est ce qui lui convient totalement. Et je pense que pour n'importe quel enfant, ça conviendrait. Et je suis bloquée, j'ai bu quoi? Est-ce que je vais avancer? Et non, il manque réellement de moyens. Et je suis bloquée, je suis désolée. Non, il n'y a pas de Je ne souci. sais pas pourquoi. C'est par rapport à vraiment tout ce qui est mis en place, le manque de réalisme de nos dirigeants, décideurs, etc. Pourquoi cette réalité-là, elle n'est pas prise en compte, à votre avis? Est-ce que c'est... Je ne sais pas, puisqu'il y a déjà des choses qui sont mises en place. Et on ne veut pas démolir ce qui est déjà mis en place. Ça prendrait trop de temps. Donc, quand on ramène quelque chose d'innovant, c'est un peu compliqué, je pense, à s'y intéresser, où il y a tellement d'argent en jeu qu'on ne peut pas exploser le système qui est déjà mis en place. Moi, c'est ce que je pense. Alors que la prise en charge que j'ai là pour Amar aujourd'hui ne coûte pas plus cher que ce qu'il existe actuellement. Oui. Ce qu'il existe actuellement, Katia, je ne connais pas trop les chiffres, moi, toi, tu les connais, mais les sommes sont exorbitantes. Et pas pour des prises en charge... Pour moi, pour ma part, en tant que maman, je sais ce que c'est, j'ai eu l'expérience, c'est pas sérieux du tout. C'est plus de la garderie qu'autre chose. Aujourd'hui, Amar est à l'école, les enfants sont à l'école, du lundi au vendredi, du matin au soir pour certains. Mon garçon a eu la chance d'avoir une prise en charge totale. Voilà, il est dans une école normale, il apprend comme d'autres enfants. Ils savent apprendre. C'est ça qu'il faudrait peut-être montrer au gouvernement, aux autorités, que les enfants apprennent comme n'importe quel enfant. Ce qu'il faut, c'est trouver la méthode adaptée. Aujourd'hui, au cœur bleu, moi je l'ai trouvé, d'autres enfants l'ont trouvé. Il y a des parents qui viennent juste d'intégrer l'école, j'ai des retours que positifs. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. C'est que, on ne veut pas s'y intéresser sérieusement, j'ai l'impression. Je voudrais juste revenir sur ce que tu as dit tout à l'heure. En fait, avec Katia, du coup, dans le cadre de l'association, on rencontre beaucoup de personnes qui n'ont pas un pied dans le milieu du handicap, qui n'y connaissent rien, mais qui pourraient potentiellement nous aider. Et en fait, on se rend compte que dans toutes les administrations, toutes les aides qui existent en France pour aider ce genre de projet, ou même directement les familles pour leurs enfants, ne connaissent absolument rien à la problématique des familles. C'est-à-dire que la dernière fois, on était en entretien, j'ai posé les questions, mais est-ce que les décideurs de votre entreprise sont déjà venus directement poser les questions aux parents ou voir en structure les besoins et comment ça se passe et ce dont on a besoin? Et on m'a clairement répondu que non. Non, les personnes qui décident ce qui va être mis en place pour les familles, donc là, moi, je parle de l'autisme, mais je pense que ça correspond à beaucoup de problématiques en France, les personnes qui mettent en place ça n'y connaissent rien.
Donc elles font par rapport à leurs idées, leurs a priori, mais en soi, il faut venir chez nous pour voir ce dont on a besoin. Et voilà. Comme Safia, je viens de perdre le fil aussi de mon idée. Je voulais dire quelque chose, mais je ne sais plus. Non, mais on est sur des politiques hors sol, pardon. Oui, et effectivement, je pense que l'hypothèse de Safia est juste. Il faudrait vraiment révolutionner le système. Ça coûterait énormément d'argent. C'est quand même complexe. Et il y a aussi un problème de mentalité. En France, on pense qu'un enfant en situation de handicap mental ne peut pas apprendre à parler, à lire, à écrire. Enfin bref, il peut pas progresser. Ce sont des enfants dans les mentalités. Oui, ce sont des enfants dans les mentalités qui n'ont pas leur place à l'école, qui ne peuvent pas faire des études, etc. C'est largement démontré à l'inverse dans d'autres pays. Ce sont des enfants qui peuvent bien sûr suivre un cursus ordinaire, aller jusqu'au bac même, et même au-delà. C'est pas... Ouais, voilà, c'est un problème de mentalité aussi. C'est que lorsque vous en discutez, même avec d'autres professionnels, donc quelque part des collègues à nous, mais qui sont parfois dans le milieu depuis longtemps, qui se rendent pas compte de ça, donc ils vont tenir un discours qui est complètement différent du nôtre, alors qu'on a les preuves, et ce depuis longtemps quand même, mince. L'ABA, donc l'approche dont on parle, et avec laquelle on travaille, existe depuis les années 50. Elle a fait ses preuves depuis les années 80, dans plein de pays. Il y a énormément de revues scientifiques qui publient des articles montrant l'efficacité de ce genre de prise en charge éducative, même pas qu'en ABA, des prises en charge éducatives et comportementales de façon générale. Et en France encore, quand on en parle aux autres professionnels, on nous pose des questions du type oui, mais vous êtes sûr que ça fonctionne, parce qu'on n'a pas de preuve de ça, alors que si, largement, mais ils ne sont même pas au courant en fait. Il y a beaucoup de préjugés aussi sur l'ABA qui sont complètement faux. Donc des préjugés dans quel sens? Pourquoi des préjugés sur une méthode? Alors, il faut savoir qu'en ABA, donc on étudie les lois du comportement, et parfois, oui, certes, on parle renforcement, extinction, voilà, c'est des termes scientifiques, mais on parle aussi de punition. Alors, oh là, on a parlé de punition, aïe aïe aïe, on tape nos enfants, on leur donne des chocs électriques, etc. Vous rendez bien oui, il y a vraiment des gens qui pensent ça. On nous dit souvent qu'on donne des chocs électriques à nos enfants. À un moment donné, c'est une aberration. Non. Alors oui, on parle de punition. Mais il faut savoir qu'en ABA, la punition est extrêmement réglementée, qu'on l'utilise pas pour rien, et que la punition, certainement pas qu'on va utiliser un choc électrique. La punition, c'est juste parfois de dire non, tu peux pas. Voilà, c'est ça. Puis en soi, le terme punition... c'est le mot qui fait peur. C'est le mot qui fait peur. Et en soi, en fait, le terme punition, il n'a rien à voir en ABA avec la vulgarisation. C'est-à-dire que, voilà, vulgariser, punition, c'est gronder quelqu'un. Par exemple, en ABA, punition, c'est réduire un comportement. Voilà, c'est... Oui, c'est des termes très spécifiques, avec un sens très spécifique donc, derrière. Bien sûr que si on a un enfant qui se tape la tête, on va chercher à réduire le comportement, on va punir ce comportement, mais ça ne veut pas dire que on va, ne serait-ce même le gronder. La réduction du comportement passe même par d'autres choses... que ça peut même passer par des récompenses. C'est-à-dire que s'il ne se tape pas la tête pendant, par exemple, 15 minutes, il va avoir accès à une activité qu'il aime bien. Et là, on parle pas du tout de gronder ou de mettre au coin ou ce genre de choses. Non, c'est rien à encore voir. un préjugé aussi qu'on a en ABA, qu'on fait du dressage avec nos enfants. Type dressage canin, bien sûr, parce que parfois on donne des récompenses à nos enfants. Alors, en fait, il faut savoir que dans l'autisme, les enfants ou même les adultes plus tard ne sont pas soumis aux mêmes motivations que la plupart d'entre nous. Et donc, nous, par exemple, quand on fait quelque chose, rien que le sourire de notre interlocuteur ou son approbation, etc., peut nous motiver à poursuivre le comportement. Pour ces enfants-là, ça ne va pas toujours être le cas. Et donc, on a parfois besoin d'avoir une récompense un peu plus poussée, un peu plus forte. Et donc, oui, c'est vrai, parfois, on donne un bonbon à l'enfant qui a bien réussi. On donne l'accès à une activité qu'il apprécie particulièrement, juste parce que, oui, il nous a regardé dans les yeux. Il faut savoir que, donc, non, ce n'est pas du dressage, comme on peut dire, mais... Ces conséquences, ces récompenses sont vouées à être diminuées progressivement jusqu'à ce qu'ils aient les mêmes récompenses que la plupart des gens dans la même situation, en fait. Oui. Donc, là, c'est juste attirer l'attention de l'enfant sur exactement.
là c'est ce qu'on attend de toi, là c'est pas ce qu'on attend Voilà. de toi, simplement en fait. C'est pour marquer les situations, ça c'est ce qu'on attend, ça c'est adapté, ça c'est inadapté, on n'en veut pas. Oui. Mais voilà, toujours, notre objectif sera toujours de ramener l'enfant à des situations qu'il pourra retrouver dans la rue, avec un inconnu. Moi je dis toujours à mes équipes, on vise la réaction de l'inconnu dans la rue. C'est-à-dire que l'enfant, face à une personne qu'il ne connaît pas, doit pouvoir se faire comprendre ou arriver à son but, quoi. Mais pour ça, d'abord, certes, il faut passer par des situations plus artificielles. Voilà. Donc, j'ai envie de dire à tous nos détracteurs, avant de parler, venez nous observer, venez, laissez-nous la chance de nous expliquer et d'expliquer nos techniques, nos stratégies, quoi. Oui, et puis bon, de façon générale, je crois que quand on veut découvrir quelque chose, abandonner ses préjugés en premier lieu, c'est peut-être pas mal aussi. Oui, effectivement, parce que par rapport à ça, j'ai rencontré donc Sinon, beaucoup c'est de professionnels. Avec Laura, Safia, on en a rencontré beaucoup. Et voilà, à chaque fois, on leur proposait, venez voir comment on travaille. Et ça, même avant que l'association soit montée, je le proposais. Personne presque n'est jamais venu voir... Enfin, je ne vais pas citer du coup, parce que là, ça serait pas très éthique, mais voilà, beaucoup de personnes critiquent alors qu'ils ne sont jamais venus voir comment on travaillait. Ils ne se rendent même pas compte des progrès que peuvent faire les enfants en ABA. Eux, ils sont persuadés que l'ABA n'apporte rien de plus que ne peut rien apporter de plus que ce que eux proposent, ce qui est faux. Mais ils ne peuvent pas savoir, ils n'ont même pas la comparaison. Nous, on a la comparaison. On travaille avec des IME en collaboration, ou même, moi j'ai déjà travaillé au sein de structures classiques en France. On a la comparaison, pas eux. Alors au moins qu'ils nous permettent de leur montrer ce dont on est capable. Si je peux me permettre de nous faire de la pub, on a un compte Instagram qui s'appelle lecoeurbleu.autisme dans lequel on essaye d'imager en particulier tout ce qui concerne l'ABA, montrer ce qu'on y fait, comment on met en place les procédures, etc. Alors, ne vous attendez pas à une formation en ABA en venant sur notre Instagram, mais ça peut permettre aussi aux gens de voir... visualiser. Voilà, exactement. Bon, on l'aura compris, l'ABA, c'est une méthode pédagogique, thérapeutique, une approche, pardon. Oui, parce que du coup, en fait, on est sur le comportement, donc les méthodes, c'est pas forcément... C'est surtout par rapport au fait qu'une méthode, c'est quelque chose qui s'apprend en quelques jours de formation. C'est... Voilà, c'est... Et que là, c'est l'expérience qui parle, Alors, en fait. là, c'est surtout qu'on est... les professionnels, les psychologues sont Bac+5. Un psychologue qui n'est pas formé en ABA et qui fait une formation de 3 jours ne peut pas se permettre de se présenter comme étant psychologue en ABA. Bien sûr que non, on est 5 années d'études, Ce qui quelque arrive chose quand même. souvent. Ce qui arrive souvent. Une des raisons pour lesquelles on a des problèmes, c'est aussi qu'il y a pas mal entre guillemets, de charlatans, des gens qui se font passer pour des psychologues en ABA et qui ne le sont pas, et qui font n'importe quoi. Des et après, éducateurs formés en ABA. Des éducateurs, oui. Et nous, derrière, on paye les pots cassés. Donc non, c'est surtout pas une approche, c'est pas quelque chose qui peut se partager. Le PEX, par exemple, c'est surtout pas une méthode, c'est une approche. Le PEX, par exemple, est une méthode. Le PEX, n'importe qui peut se former au PEX, qu'on soit en psychanalyse, qu'on soit en TCC, qu'on soit en ABA, on peut se former au PEX. Donc le PEX, et c'est l'appliquer. de la communication par échange d'images. Ouais. D'accord. Et n'importe quelle approche, justement, peut se former à cette méthode. Là, ok. Mais un psychanalyste ne pourra pas pratiquer l'ABA avec quelques jours de formation. C'est bien sûr que non. Donc, voilà. Si vous avez des questions sur les handicaps en général, mais surtout ceux qui touchent aux troubles du comportement et l'autisme et des apprentissages, n'hésitez pas à aller voir. Voilà, là vous avez une association qui vient se présenter, qui vient vous ouvrir ses portes. N'hésitez pas, que vous soyez parents, que vous ayez juste envie de vous renseigner et de comprendre un peu mieux tout ça, ou simplement aussi de vous investir dans l'association parce que vous trouvez que ce qu'ils font est formidable et ce serait normal. N'hésitez pas surtout, et là pour le coup je vais faire appel à vous. Où peut-on vous joindre ? Comment quelqu'un qui veut savoir un petit peu, venir voir justement comment il fait ? Alors, on a un site internet déjà, lecoeurbleu.com, et on est aussi sur les réseaux sociaux, donc Facebook, Le Coeur Bleu, l'autisme en progrès,
Instagram, comme je disais, lecoeurbleu.autisme et Twitter, le cœur bleu, l'autisme en progrès aussi. Donc voilà, si vous avez une question ou autre, n'hésitez pas à nous contacter. Sur notre site, il y a toutes les coordonnées qu'il faut, notre adresse, notre numéro de téléphone. Donc voilà, D'accord. n'hésitez Est-ce pas. qu'on peut quand même le donner, le numéro de téléphone, parce qu'on a certaines personnes qui n'ont pas Internet encore. Alors oui. Et voilà, le téléphone, Je le c'est bien cherche. aussi. Donc c'est le 09 87 15 81 96. Merci Voilà. beaucoup. Alors, on va faire une petite pause musicale parce qu'on a pris... C'est super intéressant, du coup, on a pris du retard sur le programme. Donc, il nous reste très peu de temps. Je vous propose la petite pause musicale quand même avec la sélection de Katia, cette fois. Sophia. Non, Sophia Safia, pardon. Donc, la suivante. Ok. Donc, c'est Julien Clerc, ma préférence. À tout de suite sur Radio Boomerang. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma préférence à moi. Oui, je sais, cette air d'indifférence qui est sa défense vous fait souvent offense. Mais quand elle est parmi mes amis de faïence, je sais sa défaillance. Je le sais, on ne me croit pas fidèle à ce qu'elle est. Et déjà vous parlez d'elle à l'imparfait. Mais elle est ma préférence à moi. Il faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Faut le croire, moi seul je sais quand elle a froid. Ses regards ne regardent que moi. Par hasard, elle aime mon incertitude. Par hasard, j'aime sa solitude. Je le sais, sa façon d'être à moi parfois vous déplaît. Autour d'elle et moi le silence se fait. Mais elle est ma chance à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Ma préférence à moi. Radio Boomerang 89.7 FM et sur www.radioboomerang.com. De retour sur Radio Boomerang avec l'association Le Cœur Bleu avec Laura, Katia et Safia. Alors mesdames, on a omis un petit détail mais qui a une sérieuse importance. On a oublié de dire que vous étiez roubaisienne. Mais oui.
En fait, c'est ça le truc. Alors, on vous retrouve où ? Vos locaux sont situés où ? Où est-ce que vous opérez ? Alors, notre siège social est au 1 place de la Gare, donc à Roubaix, et notre école n'est pas loin, c'est rue du Chemin de Fer. D'accord. Alors moi, j'aurais un petit peu envie de m'intéresser de plus près, entre guillemets, et avec tout mon respect, bien évidemment, à Safia. C'est quoi le parcours d'un parent pour arriver à cette école ? Parce qu'on a entendu, compris que c'est pas évident. C'est un peu le parcours du combattant, tant dans la recherche d'une structure qui soit adaptée au handicap de son enfant, mais aussi après pour avoir accès à cette structure. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quel a été votre parcours pour arriver jusqu'à l'association Le Cœur Bleu ? Oui. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que je vais souligner que... Alors, pour accéder, pour inscrire votre enfant au Cœur Bleu, c'est pas si simple. C'est pas comme dans une école normale où on remplit un dossier et puis votre enfant est pris en charge dans la foulée. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, malheureusement. Ce qu'il faut dans un premier temps, c'est remplir un dossier MDPH. Et en fonction de ce dossier, on appelle ça déjà le projet de vie. Il y a un projet de vie à rédiger sur le dossier. Et en fonction de ça, votre dossier est envoyé à la MDPH et puis ils vont évaluer en fait le temps qui sera consacré pour une prise en charge pour votre enfant. Et ensuite, une fois que c'est évalué, c'est soit un temps complet, soit un mi-temps, soit quelques heures par semaine, en fonction du dossier qui est établi. Et ensuite, donc, une fois que vous avez cette décision de la MDPH, on vous souligne que vous avez autant d'heures, autant d'aide pour pouvoir en fait avoir une aide, un emploi direct, ça, c'est ça, une aide humaine. Oui, il y a tout ce qui est PCH de façon générale, donc aide humaine, emploi direct. Oui, et en fonction de ça, en fonction du montant qu'on vous attribue, vous prenez donc un éducateur. Un éducateur, et cet éducateur va vous permettre de prendre en charge votre enfant à l'école. Et donc vous devenez, vous, employeur. Donc c'est pas si simple, en fait, d'inscrire votre enfant à l'école. Il faut d'abord passer par le biais du dossier MDPH. Qui prend un temps fou. C'est à peu près 6 mois, 9 mois d'instruction. Donc dans un premier temps, il faut remplir ce dossier MDPH et non pas aller à l'école et inscrire votre enfant comme ça. Bien sûr, l'association peut vous aider à remplir ce dossier. On est là également pour ça, pour aider les parents à rédiger le projet de vie et les aider simplement à effectuer la démarche administrative. Donc c'était simplement pour souligner que c'était pas si simple de rentrer dans l'école. Il faut d'abord passer par la case de la MDPH. Et en ce qui concerne donc la prise en charge de l'enfant, sachez que si on pouvait comparer la prise en charge de l'enfant à l'école, c'est comme si qu'en fait votre enfant était dans une école normale et qui suivait le programme de l'éducation nationale. Au Cœur Bleu, on va effectuer, avec l'aide du psychologue et des éducateurs, un programme adapté en fonction des compétences de votre enfant. Donc, pour moi, c'est exactement la même chose. On suit le programme de l'éducation nationale comme on suit un programme au Cœur Bleu. C'est la même chose. Et est-ce que c'est particulier à l'approche ABA d'avoir ces programmes, justement ? Est-ce que c'est l'approche qui veut ça ? Puisque j'imagine que ce programme, en fait, on établit un espèce de premier diagnostic de l'enfant et ensuite on voit un petit peu, on lui fixe des objectifs au cours de l'année. Voilà, en fait, on fait une évaluation. Bon, il existe plusieurs types d'évaluations. Ça peut être ABLLS, la VIBIMAP, le DCS. Enfin, il en existe beaucoup. On fait une évaluation qui nous permet de voir, quel est le niveau de l'enfant, quelles sont ses compétences, mais aussi quelles sont ses lacunes. Là, c'est les lacunes qui vont nous intéresser. On va d'abord développer les compétences développementales, donc tout ce qui est, par exemple, imitation, le regard, parce qu'apprendre à un enfant à lire alors qu'il ne regarde pas la feuille qu'on lui présente, c'est compliqué. Donc, tout ce qui est développemental, tout ce qui est autonomie, et ensuite, pour en arriver à des compétences scolaires. Voilà. D'accord. Tout ce qui est socialisation, ensuite, voilà. Ok. Et pour revenir à Safia,
pour vous, en tant que maman, du coup, là, j'imagine que, oui, enfin, je n'imagine pas, je le sais, Amar est là depuis 1 an, c'est ça, Un peu plus d'1 an, à oui. l'école. Oui. Par rapport à tout ce que vous avez pu connaître avant. Il y a une Oui, c'est pas comparaison. comparable. Oui, c'est pas comparable parce que là, il est vraiment pris en individuel. C'est du 1 pour 1, donc il avance plus vite. C'est dommage que voilà, j'ai pas connu cette approche plus tôt, beaucoup plus tôt. C'est vraiment dommage puisqu'ils apprennent vite. Ils apprennent très vite. En 1 an, Amar, c'est vrai que j'ai vu énormément de progrès. Pour qu'il aille au collège aujourd'hui, c'est que voilà, le résultat est là. Donc, mais c'est dommage que, effectivement, que j'ai pas connu cette approche plus tôt. Le problème, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout aidé par l'État. Donc là, l'association n'a aucune subvention, n'a rien. Donc voilà, les familles pour rémunérer, enfin les éducateurs doivent passer par la MDPH. En général, ce n'est que partiellement remboursé. Ça ne permet jamais une prise en charge complète, en fait. La famille la mieux lotie, là je vais vous donner des chiffres, la famille la mieux lotie doit mettre de sa poche 750 € par mois. Ce qui n'est bien sûr pas possible pour la plupart des gens, quoi. Donc forcément les enfants n'ont pas une prise en charge suffisante. Donc on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, bien sûr. On va pas forcer les parents à faire des crédits, bien sûr que non, surtout pas. Mais c'est quand même, c'est pas normal. Donc à ce niveau-là, c'est toujours compliqué. On fait vraiment les démarches pour devenir une structure, pour obtenir des aides suffisantes, mais c'est long, c'est compliqué. Clairement, du fait, entre autres, qu'on est ABA, on n'est pas forcément apprécié. Enfin, le chemin va être semé d'embûches. Oui. Donc, en attendant, il y a cette école qui a été ouverte, mais pareil, pour laquelle nous n'avons pas d'aide. Le local, nous le finançons nous-mêmes, nous n'avons pas eu de prêt de local. C'est nous qui le payons par nos propres moyens. On en a pour 1 250 € par mois pour le simple local. Il faut les sortir, les 1 250 €, donc on fait des événements. On a de la chance d'avoir de l'aide de la part du Co40, donc qui est à Waterloo, c'est un regroupement de commerçants, d'artisans, etc., qui nous suivent depuis le début. On a la chance aussi d'avoir de l'aide de la part du Lions Club de Roubaix-Sart, récemment aussi de l'aide de la part du Lions Club de Marc-en-Barœul. Donc ça c'est vraiment super, mais comme ils le disent eux-mêmes, malheureusement c'est loin d'être suffisant. Pour ouvrir l'école, j'ai été obligée de prêter moi-même personnellement 10 000 € que j'avais réservé pour un projet immobilier personnel. Je voulais m'acheter une maison. Bon, j'ai été obligée de prêter cet argent, sinon l'école n'ouvrait pas. Et à ce jour, je ne sais pas quand l'association pourra me rembourser, parce que non seulement on est endetté, mais en plus on a du mal à survivre. L'école menace de fermer, et menace plus sérieusement que jamais de fermer. Parce que voilà, on a fait beaucoup de demandes de subventions, que ce soit auprès du Conseil général, de la MEL, de la mairie. Alors la mairie, sans discussion, ils vont peut-être nous aider. Auprès de fondations aussi, comme la Fondation de France, Orange, Vinci. Enfin, vraiment, on a lancé des appels à l'aide un peu partout, mais jusqu'à maintenant, on n'a eu que des refus, soit parce que notre projet ne correspondait pas à ce que eux voulaient bien financer, soit parce qu'on était une association trop jeune. Donc là, on va retenter cette année, mais sans aucune garantie tout de même. Enfin, et puis c'est des choses qui prennent du temps. Oui, c'est des choses qui prennent du temps, oui, ça on sait. Les dossiers de financement, c'est chronophage au possible, on le sait. Et tout le temps qu'on passe et après, tout le bilan et les comptes rendus derrière, c'est chronophage aussi. Enfin, c'est une personne à temps complet quasiment. Oui, c'est ça. Et tout le temps qu'on passe à monter ces dossiers de demande de subvention, c'est du temps qu'on ne peut pas allouer à notre projet qui est de devenir une structure, qui ne va pas être facile non plus. Donc là, on aurait besoin vraiment de souffler un petit peu, déjà d'éviter la fermeture, si possible de souffler un petit peu pour lancer les choses comme on le voudrait un peu mieux. Et puis avant d'épuiser les professionnels que vous êtes, en plus, j'imagine, parce que c'est des projets qui sont absolument fabuleux, mais j'imagine aussi qu'au bout de 5 ou 10 ans, on peut commencer à être un peu fatigué, d'autant quand on a des difficultés financières et un peu, je ne vais pas dire structurelles, parce que le problème ne vient pas de votre structure, mais à faire fonctionner, à faire rouler un petit peu la structure, quoi. Donc, là, pour l'instant, en tant que professionnel, ça va, tout va bien, on garde l'énergie suffisante.
C'est juste que, en tant que professionnel, en tant que parent, en tant que bénévole ou membre ou voilà, toute autre personne qui est concernée par notre association, savoir que les enfants, nos enfants, là, nos loulous qui sont à l'école actuellement, vont peut-être ne plus avoir d'école d'ici quelques mois. Ça implique le retour à domicile, ça implique l'isolement de l'enfant. Donc, ils vont se retrouver enfermés, en gros, toute la journée à la maison. Ils vont voir toujours les mêmes personnes, alors qu'à l'heure actuelle, ils voient d'autres enfants, ils voient d'autres adultes, etc. Les parents vont devoir trouver une solution pour rester à domicile parce que là, comme on le disait tout à l'heure, certaines mamans ont pu retrouver une vie professionnelle, une vie sociale, une vie familiale, parce que oui, il faut savoir que les prises en charge à domicile, tout est centré sur l'enfant, mais dans la fratrie, parfois, voilà, ça peut être un peu compliqué aussi. Et ben voilà. Et notre petit cœur bleu saigne un peu à l'idée que nos enfants vont devoir retrouver tout ça alors qu'ils avaient fait un super pas en avant grâce à notre école, quoi. Et puis certainement beaucoup de frustration supplémentaire pour eux en plus, j'imagine, parce que comme disait Safia tout à l'heure, a priori Amar est content d'y aller. Le jour où, si un jour ça doit s'arrêter, et on le souhaite pas vraiment. Une petite anecdote, il y a quelques jours, je voulais reprendre la prise en charge à domicile pour Amar, puisque comme il grandit et qu'il y a beaucoup de petits dans l'école, j'ai souhaité refaire quelques heures à la maison, faire quelques heures de prise en charge à la maison. J'ai fait ça 2 jours, Amar n'était pas bien, il voulait retourner à l'école. Donc il m'a fait une belle phrase, il m'a dit « Maman, je veux aller au Cœur Bleu avec Katia, avec Céline, avec Océane ». Donc des phrases qui ne me faisaient pas... Et là, il a dit clairement, donc il est retourné à l'école, son comportement a changé, quoi. Donc on ne peut pas leur retirer l'école, ils sont habitués. Moi, je vois les autres enfants, quand j'accompagne Amar tous les matins, je vois Tom, c'est quand ils viennent vers vous et qu'ils vous disent... ils vous regardent dans les yeux encore ce matin, Tom qui vient me voir, et puis bonjour... des choses qu'ils faisaient pas, quoi. Et puis ils sont contents d'être à l'école. On peut pas leur enlever l'école, c'est pas possible. Moi, j'invite aujourd'hui les autorités responsables à venir sur place et voir le travail qui est effectué avec les professionnels. C'est incroyable. On peut pas leur enlever l'école. C'est pas. Moi, j'imagine pas la fermeture de l'école. Donc j'invite les autorités à venir sur place avant de juger notre travail. On a besoin d'aide, oui, effectivement. Oui, moi, en tant que maman, j'appelle même au secours. Oui, j'appelle au secours pour les enfants qui sont dans l'école. Oui, ils en ont besoin et ils sont très bien. Ils apprennent comme les autres enfants. Il faut venir sur place pour voir ce qui se fait réellement. Comme disait Safia, c'est vrai que là, nos loulous, ils sont en train de se faire des copains. On a des enfants qui vont ensemble sauter sur le trampoline, qui se tiennent par la main, qui jouent à la balle, qui se font des chatouilles. Enfin... Ce sont des moments mais inestimables et on peut pas leur enlever ça. On a vraiment besoin d'aide. Il faut savoir qu'à l'ouverture, justement, ces enfants ne se calculaient pas du tout. Oui, voilà, et c'est ce que j'allais dire. Aujourd'hui, on a des amitiés. Ouais, on parle bien d'autistes là. Et donc c'est vraiment toute cette sociabilisation qui est difficile pour eux. Alors à des degrés divers et variés, parce qu'on sait bien que il n'y a pas un autisme, il y a des autismes. Et ces reconnaissances sensibles peut-être pour l'œil de quelqu'un qui n'est pas habitué de voir un enfant autiste prendre la main de son camarade ou lui faire un bisou. Ouais, j'imagine que pour vous, en tant que professionnel, en tant que parent, puis même c'est pas contre eux, et puis c'est pas contre eux. Oui. Tout ça, ils généralisent aussi. Oui. Moi, quand je vois Tom qui vient vers moi, je suis une maman, je suis la maman d'Amar, ou même à l'extérieur, ils vont le faire aussi à l'extérieur. Donc c'est pas contre, entre guillemets, handicapés qui font ça. Oui, non, tout ce qu'ils apprennent, ils vont le généraliser et puis ils vont le faire avec tout le monde. Aujourd'hui, au parc, par exemple, on sort avec nos enfants le mercredi après-midi. Nos enfants vont demander aux autres enfants qu'on appelle typiques du parc pour jouer avec eux. Et c'est extraordinaire. C'est de belles C'est réussites. super, quoi. Ouais. Bravo à vos enfants et bravo à vous, parce que vraiment, pour connaître un petit peu ce milieu,
c'est du beau travail, parce que c'est vraiment difficile et c'est vraiment faut que l'approche soit vraiment très adaptée pour arriver à des résultats pareils. Donc ouais, je comprends le sentiment de Safia sur la nécessité et l'appel au secours. Et là, c'est vraiment ce qu'on va faire, c'est que là aujourd'hui, vous avez besoin d'aide. Oui, nous avons besoin de l'aide de la part des politiques, qu'il y ait une prise de conscience sur la situation, qu'on vienne nous aider, parce que effectivement, on a rencontré donc pas mal de monde, voilà, la MDPH, l'ARS, etc. Mais malheureusement, ce n'est pas encore suffisant. Pour monter une structure, c'est très long, c'est compliqué. Nous, on a besoin d'aide pour ça aussi. On a besoin de financement. On a besoin de mécènes aussi. Ça, c'est important. On a besoin d'être soutenu par des fondations, par des entreprises, même par des particuliers. On a ouvert une cagnotte Litchi. L'an dernier, on avait ouvert une cagnotte Litchi. Sur 1 an, on a récolté 0 €. Bon, cette année, nous l'avons réouverte. Nous avons fait cette vidéo d'appel au secours que nous avons lancée sur les réseaux sociaux. Notre cagnotte a un petit peu plus de succès. Malheureusement, c'est pas ça qui va nous permettre de conserver l'école. Donc voilà, n'importe qui peut nous aider, que ce soit du citoyen lambda au président de la République, que nous avons aussi interpellé, bien sûr. Tout le monde peut nous aider. Tout le monde, et les Roubaisiens aussi, parce que on est très local, vous le savez, on est une radio roubaisienne, ça fait 37 ans que Radio Boomerang est sur Roubaix, et on croit beaucoup au local. Et donc moi j'appelle vraiment les Roubaisiens, les Roubaisiennes à venir créer une fête, organiser des choses, venir soutenir chacun petit peu votre association, parce que effectivement je pense comme Safia que c'est des institutions qui ne doivent absolument pas disparaître, mais bien au contraire se développer. On a entendu les chiffres tout à l'heure qui sont quand même assez effrayants sur les capacités d'accueil et les personnes en besoin. Il y a quand même un décalage qui est énorme. Si en plus les structures comme les vôtres disparaissent, là ça va être une catastrophe totale pour ces enfants-là et pour les parents et pour les fratries, parce que c'est pas seulement un enfant. Il faut rappeler qu'il y a toute une famille autour et que ça impacte toute la famille, le handicap. Donc forcément, du plus léger au plus lourd, de toute façon ça impacte toute la famille, ça change les rapports frères-sœurs. Pas forcément en mal, c'est pas ce que je suis en train de dire, mais ça change un petit peu les choses. C'est différent, c'est un fonctionnement différent, simplement. Et du coup, enfin voilà, j'appelle moi sérieusement les Roubaisiens et Roubaisiennes à venir vous donner un coup de main, à imaginer tous les projets qui peuvent mettre en place pour simplement vous soutenir. Ça peut être une tombola, ça peut être une vente de tricots, de gâteaux, de ce que vous voulez. Faites-le et puis ramenez les fonds à l'association. C'est des choses qui se font. Vous êtes 4 mamans, vous faites plein de gâteaux, vous invitez tout le quartier, vous mettez 1 € la part de gâteau et ça vient contribuer. C'est pas ça qui sauvera l'école, mais ça vient contribuer. Et si vous êtes 10 dans le quartier à faire ça, forcément ça va commencer à compter sérieusement, et surtout c'est une solidarité qui est pour les enfants de chez nous, qui sont là, qui sont en demande là juste chez notre voisin, qui ont besoin là juste de l'autre côté de la rue, etc. C'est notre environnement qu'on améliore petit à petit en faisant ce genre de choses. Et c'est vrai que souvent les gens ne savent pas comment faire pour nous aider, puisque tout le monde n'a pas des relations politiques, etc. En fait, c'est tout simple. Déjà, je vous invite vraiment à nous soutenir sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, où on a publié un petit reportage maison la semaine dernière, qui est très récent. Vraiment partager et demander à vos proches de partager à leur tour cette vidéo et cette publication. Grâce à ça, on pourra avoir une portée médiatique et du coup interpeller les personnes influentes qui pourront, elles, vraiment nous aider. Partager la publication, donc déjà, ça aura cet impact-là au niveau médiatique, mais aussi au niveau de notre appel aux dons. Alors, c'est vrai, comme disait Katia tout à l'heure, les démarches pour devenir une structure sont extrêmement longues, et je pense qu'on y arrivera un jour, mais en attendant, il faut bien il faut survivre jusque-là. C'est pour ça qu'on a lancé cet appel aux dons. Donc le partage de cette publication est extrêmement important pour nous, pour ces 2 objectifs-là, et c'est grâce à ça, je pense, qu'on pourra y arriver. Voilà, donc un petit clic sur partager, ça prend pas beaucoup de temps, ça coûte rien. N'hésitez pas et parlez-en autour de vous surtout.
On n'y manquera pas. On va mettre les collègues radio associatives sur le coup aussi. Et en tout cas, à chaque fois que Radio Boomerang vous être utile et vous soutenir, n'hésitez pas. Un grand merci. Un petit coup de fil, c'est simple et ça se passera très vite. Merci avec beaucoup. plaisir, avec grand plaisir. Bravo à vous. L'émission s'achève, on a largement débordé, mais c'est pas grave parce que on a l'antenne libre là. On avait 2 heures de toute façon. Voilà, donc y a aucun souci. Pour nous, on est ravis de vous avoir accueillis ici. Courage, parce qu'il va en falloir, mais avec des sourires comme je vois depuis tout à l'heure, le courage a l'air d'être là et vraiment on n'envisage pas une seconde que votre structure puisse échouer à survivre. On est derrière vous, on fera tout ce qu'on peut pour soutenir ça aussi, et si on peut faire quelque chose de plus, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà. D'accord. Merci beaucoup pour votre accueil. accueil. Merci à vous, et merci puis à vous vous. venez quand vous voulez, vous êtes chez vous. C'est gentil, Merci beaucoup. Radio Boomerang. Un média libre à l'écoute de la cité.